Alors pour notre dernière vidéo, nous sommes avec l'association Epon 132 et avec David qui est un spécialiste, croyez-moi, de la transmission pendant la guerre. Alors la transmission, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les moyens de communication et de transmettre un message qui est quelque chose de vital pour une guerre qui notamment va s'étendre sur des centaines de kilomètres. La transmission est quelque chose d'indispensable et vous allez voir qu'à ce jeu-là, il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination et trouver tout un tas de moyens, puisque qui dit guerre dit destruction, et donc ces moyens de transmission sont exposés à de nombreuses destructions. David, expliquez-nous tout ça. Bonjour. Alors en début de guerre, on avait déjà tout un tas de moyens de communication. On avait le télégraphe électrique qui était déjà utilisé. Voilà, là on a en fait une photo avec un soldat en train d'utiliser un télégraphe électrique en 1905. Ça a été inventé en 1840. En 1850, on avait déjà des liaisons transatlantiques pour pouvoir communiquer avec les Américains. On avait le téléphone qui était très pratique parce que simple d'utilisation. Mais en début de guerre, on avait à peu près 300 téléphones. 300 téléphones, surtout parce qu'en fait, on avait prévu une guerre de mouvement. Déplacer tout ce matériel-là, ça n'aurait pas forcément eu d'intérêt ou été évident. Donc en fait, voilà, on n'avait que 300 téléphones. Mais avec les tranchées, on va finir par se retrouver bloqué dans une guerre voilà, où il va falloir développer le téléphone. Donc on va devoir réquisitionner chez les civils. On va rechercher voilà, chez les constructeurs des possibilités pour les faire reconstruire des téléphones, ou même chez les Américains. Et on va passer de 300 téléphones en 1914 à 210 000 en 1918. Même au niveau des câbles qui étaient utilisés donc pour la télégraphie électrique et pour le téléphone, on avait à peu près 400 km de câbles en 1914. On est passé à 470 000 km de câbles en 1918. Donc à l'époque, on avait aussi la télégraphie optique qui permettait de communiquer par morse via des flashs lumineux en fait. Donc c'était surtout utilisé à partir des années 1890. C'est encore utilisé de nos jours dans les bateaux. Dans les années 1890, on avait déjà pu réussir à communiquer sur une distance de 180 km entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. On avait également la TSF. La TSF, la télégraphie sans fil en fait, l'ancêtre de la radio. Il y a eu toute une série d'évolutions, d'innovations qui ont conduit à les premières utilisations vraiment concluantes de la TSF en 1898. Et à partir de là, ça a pris beaucoup d'ampleur. On a fini par utiliser la tour Eiffel en tant que support de mât d'antenne. Et en 1914, on pouvait déjà communiquer avec les Américains, les Russes et les colonies via la TSF en fait. Donc la TSF permettait de communiquer toujours par morse. L'avantage du morse, c'est que contrairement aux messages vocaux qu'on pourrait avoir, le morse, on pouvait chiffrer les communications en fait. On pouvait les coder pour éviter que l'ennemi ne comprenne ce que l'on pouvait se dire en fait. Donc on chiffrait les communications, par contre les ennemis essayaient de décrypter ce qu'on disait. Inversement pour nous aussi, on faisait exactement la même chose. La TSF a servi aussi expérimentalement à faire des expériences. Là vous avez en fait les militaires qui avaient réussi en 1917 à faire décoller un avion, à lui faire un tour et le faire atterrir en fait. Donc c'était vraiment, on va dire, l'ancêtre du drone, mais c'est resté expérimental. Dans les forts, comme les forts serrés de rivière, il y avait plusieurs moyens de communication. Il y avait toujours des télégraphes électriques, parfois le téléphone, la télégraphie optique, bien souvent. Mais lorsque tous ces moyens-là de communication étaient coupés, comme au fort de Vaux en 1916, en fait, il restait le moyen ultime de communication, le pigeon. Donc le pigeon, on lâchait le pigeon et il partait retrouver le pigeonnier où il a été élevé et nourri en fait. Là, on a l'exemple d'un message envoyé par le commandant Raynal au fort de Vaux en 1916 pour demander des secours en fait. Le pigeon qui a pu aussi, de manière un peu anecdotique, servir à prendre des photos. Donc ça, c'était une invention allemande d'un civil en fait qui était pharmacien, qui a eu l'idée en fait de mettre un appareil photo avec retardateur sur le plastron en fait d'un pigeon. Voilà, il y avait des photos qui étaient prises toutes les minutes, mais voilà, ça a été utilisé par les Allemands surtout en début de guerre. En fin de guerre, ils avaient abandonné. Voilà, les photos par avion ou par ballon d'observation étaient bien plus efficaces quand même.
Vous aviez aussi en début de guerre, en 14, lorsque la guerre a commencé, il y a eu un peu le phénomène de l'espionnite. On avait peur en fait des espions qui pouvaient se trouver un peu n'importe où. Et c'est vrai que malgré le fait que la TSF était assez récente, il y avait déjà des amateurs passionnés de TSF qui faisaient de l'émission et de la réception. D'où le fait justement qu'il avait été demandé par les autorités militaires aux Parisiens de déclarer leur matériel de télégraphie pour pouvoir surveiller tout ça, quoi. Alors il faut mesurer qu'au début de la guerre, on protège très mal les transmissions, on sait très mal le faire. On a bien sûr l'idée des codes, hein, évidemment, mais il y a des clés de code, et ces clés de code, elles sont notamment, les Allemands, au départ, très rapidement vont décrypter les clés de code françaises, c'est une catastrophe. Et en réaction à ça, eh bien, les Français vont développer un système de codage très sophistiqué et de décryptage aussi. Donc, les Français sont très forts à ça, parmi les plus forts pendant la guerre, pour le décryptage des messages, qui est un vrai enjeu. Hein. Un message bien codé ou décrypté, ça peut être la différence entre la vie et la mort, parfois de centaines ou de milliers de soldats. Hein. Un mouvement de troupes mal calculé, eh bien, ça peut entraîner à la mort vraiment des milliers de personnes. Donc la protection des transmissions et le décryptage des transmissions ennemies deviennent une véritable obsession. Il y a un gros développement technologique pendant la guerre autour de ça notamment. Ça vraiment très important. Très clairement, on pouvait perdre ou gagner des batailles suivant le fait qu'on avait les méthodes de chiffrement étaient très pratiques, où il fallait vraiment respecter les procédures. Parfois, par exemple, à Tannenberg, entre la bataille entre les Allemands et les Russes ont fait l'erreur de transmettre parfois en clair. Et là, ça a été la cata. Là, on donne des informations. Clair, c'est sans code. Voilà, sans code. Là, les Russes ont fait d'énormes erreurs, quoi. Les Français, c'est vrai, avaient eu au niveau chiffrement, étaient très à la pointe. C'était les Français et les Autrichiens qui étaient très à la pointe par rapport à ça. Nous, on avait mis en fait des mathématiciens et des linguistes sur le coup. Il y avait Georges Pavin, un mathématicien français qui avait réussi à faire des décryptages très en pointe. C'était un peu les points faibles des Allemands. Les Allemands avaient des méthodes parfois de chiffrement qui étaient anciennes, comme la méthode UPSCHI, qui était utilisée dès 1912 jusqu'en 1914. En fait, ils ont arrêté de l'utiliser en 1914 parce qu'il y a eu des fuites des journalistes. C'est paru dans les journaux et c'est là qu'on a su que, c'est là que les Allemands ont su que, en fait, les Français arrivaient à décrypter les messages. Voilà. C'était des méthodes de chiffrement comme ça. C'était pas une simple inversion de lettres. C'était vraiment, là on a un mot-clé, là on va avoir le message à transmettre. Donc on trie les lettres par leur ordre alphabétique. Donc là le E qui apparaît deux fois, mais là c'est la première lettre du lot. Après on a le G, le I, le M, le N. On écrit le message ici. On reprend les colonnes, LESG, ESL, LTAR. On inverse tout ça. On a LESG, PNRO, parce qu'en fait, en 2, on a PNR, en 3, on a ODBI. Donc, on les retrouve là. Voilà. On les retrouve, ODBI. On refait encore les inversions. Tout ça pour aboutir à, le lot est dans la bergerie, on a LRTENL, EZGBUL, SDERS. Ça devient. C'est un charabia. C'est un charabia. Donc le télégraphiste qui envoie son message ne comprend même pas ce qu'il envoie. Le télégraphiste qui reçoit le message ne comprend pas non plus ce qu'il envoie. C'est les gens qui vont déchiffrer, qui vont pouvoir. Parce que si le message est confidentiel, même pour nos propres soldats, il ne faut pas forcément qu'ils aient le message. Mais pour l'ennemi, en plus, ça peut être un peu plus compliqué. Sauf que ce type de message-là, c'est une méthode de chiffrement allemand qui s'est fait, qui a pu être décrypté. Oui, qui avait un peu d'âge et qui a fini par être décrypté. Il y avait trop d'âge, donc ils ont utilisé plusieurs méthodes de chiffrement. Ça se voit d'ailleurs maintenant, c'est pour ça que vos téléphones, qu'Internet vous demande tout le temps de changer les codes. Parce qu'en fait, le code, c'est quelque chose qui se déchiffre tout le temps. Et alors encore plus maintenant qu'il y a des algorithmes qui sont calculés par des ordinateurs qui réfléchissent à votre place. Hein. Eux, les crypteurs et décrypteurs, c'était des gens qui réfléchissaient comme des ordinateurs. Hein. Parce que là, pour un décrypteur français, ça paraît évident. Moi, c'est du charabia. Hein. Il ne comprend rien du tout à la logique. À la fin, le message de fin, il ne veut rien dire du tout. Si on n'a pas du tout la clé, ça n'a aucun sens. Hein. Et d'ailleurs, les dernières grandes batailles, si les Allemands ont échoué à la grande offensive de 1918,
c'est parce qu'on a décrypté leurs intentions, Ouais, on, voilà. a retrouvé des informations et puis on a décrypté leurs intentions. Et c'est parce que les décrypteurs français ont su que ce grand assaut a complètement échoué. Ça aurait pu changer complètement Ah bah, c'est clair, la voilà. phase de la fin de la guerre. Voilà, il y avait eu un message justement disant que il y avait des problèmes d'approvisionnement. Et c'est Georges Painvin qui a travaillé jour et nuit pour réussir à déchiffrer le télégramme de la victoire, comme on l'a appelé. Et c'est lui qui a réussi à faire cet exploit-là et ça a changé la phase de la guerre. Et le décryptage a changé la phase de la guerre, a pu aussi, voilà, par exemple les Américains, il y a eu l'affaire aussi du télégramme Zimmermann. Les Allemands avaient prévu de demander aux Mexicains de prendre part à la guerre en attaquant les États-Unis pour détourner les Américains de la guerre pour pas qu'ils viennent en Europe. En fait. En échange, les Mexicains auraient eu des aides financières et peut-être matérielles, mais ça c'est moins sûr. Mais ils auraient eu des aides financières pour attaquer les États-Unis. Sauf que le message qui avait été transmis à un diplomate qui s'appelait Zimmermann a été reçu, en fait, a été récupéré par les Anglais et a été décrypté. C'est là qu'ils ont su en fait que les Allemands étaient en train de préparer un sale coup. Ça a été transmis aux Américains et voilà, suite à ça, les Américains ont basculé dans la guerre. Voilà, ça a clairement décidé les Américains à basculer dans la guerre. Les Mexicains se sont dit, oh là là, maintenant tout le monde est au courant, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, les Américains sont entrés en guerre suite à cette affaire-là en fait. Très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je tiens à préciser quand même que là, nous avons un téléphone portable. Voilà. Vous pouvez porter la boîte. Enfin bon, après, il faut quelques kilomètres de fil derrière vous. C'est moins pratique. Et puis, ça ne prend pas de photos ni n'envoie de messages. Mais enfin, c'est le téléphone, quoi. Je rappelle que, quand même, la fonction de base d'un téléphone, c'est de téléphoner. Oui, je sais, c'est étonnant. Merci encore de toutes ces explications passionnantes. De nous avoir montré ces si belles machines. Et peut-être à l'année prochaine. Oui, peut-être. Certainement même. Et je vous remercie tous de votre attention pendant toute cette journée et à l'année prochaine.